Bonjour et bienvenue à cette revue des marchés avec notre CIO multi-asset, Gregor Hirt. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir le point de vue de Gregor et de l'équipe multi-asset sur les évolutions de marché pendant les dernières semaines, leurs perspectives pour les mois à venir, ainsi que leur positionnement dans leur portefeuille. Alors, Gregor, quels ont été les principaux développements pendant le dernier semestre? Merci de m'avoir invité tout d'abord. Si l'on regarde en arrière, en 2022, les indices phares des États-Unis et de l'Europe semblent presque égaux. L'Eurostoxx 50 se négocie à moins 15,7% et le S&P à moins 16,1%. Donc, plus ou moins la même performance. Cependant, il s'agit principalement d'une illusion de change, car si l'on considère les deux indices en incluant le facteur force du dollar, le S&P a une avance d'environ 15%. Ce qui est clair, c'est que les marchés étaient clairement survendus au milieu de l'année. Et il a suffi de quelques chiffres plus constructifs sur le front de l'inflation pour que les investisseurs, gravement sous-pondérés, prennent le contre-pied. En particulier, les investisseurs systématiques, quantitatifs et ceux contraints par des règles n'ont pas vraiment eu de choix que de revenir sur les marchés. On estime que cela a entraîné plus ou moins 100 milliards d'euros d'achats supplémentaires juste sur ces marchés boursiers. Toutefois, cette phase a rapidement pris fin, un peu comme nous l'avions prévu. Il y a donc un risque de nouvelle faiblesse des actifs risqués, surtout si la Fed américaine continue de réaffirmer que la bataille contre l'inflation n'est pas encore gagnée. En effet, nous interprétons les hausses de juillet surtout comme un rallye technique baissier, principalement motivé par l'attente de mesures moins restrictives de la Banque centrale américaine et qui, selon nous, n'est pas vraiment durable. Merci, c'est très intéressant. Dans cette perspective, pourriez-vous nous donner vos perspectives pour les mois à venir? Là, malheureusement, en fait, les facteurs macroéconomiques n'incitent guère à l'optimisme. En effet, nous avons une inflation historiquement élevée qui induit un risque de récession en raison des réactions des banques centrales et combinée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ne sont pas encore résolus. Il y a des tensions géopolitiques croissantes, en fait. Nous pensons, en fait, que ça va être relativement difficile. Et on voit que les États-Unis et l'Europe sont tous deux confrontés à des défis très différents. Mais nous arrivons actuellement à la même conclusion. Nous sommes prudents sur les deux marchés. Nous estimons que les risques de récession sont plus élevés pour la zone euro que pour le marché américain. En effet, les États-Unis sont nettement moins dépendants des approvisionnements énergétiques, surtout étrangers en fait, ils sont indépendants, alors que l'Europe est plus enclin à une réaction de hausse et de baisse. Tandis qu'en Europe, on pourrait rester cantonné plus longtemps dans un contexte de faiblesse structurelle. Nous prévoyons également de nouvelles corrections dans les perspectives des bénéfices des entreprises et des analystes. Davantage en Europe qu'aux États-Unis, il faut le voir. Néanmoins, du point de vue de la valorisation, les sociétés européennes sont plus attrayantes et sous-investies par les investisseurs. Et dans l'ensemble, en fait, nous préférons le Japon, qui bénéficie de valorisation bon marché, d'une banque centrale toujours favorable, et troisièmement d'un yen plus faible. En fait, si on regarde l'Asie, plus largement, nous voyons un potentiel d'investissement en actions légèrement supérieur à celui des marchés développés, car les banques centrales se sont adaptées au nouvel environnement inflationniste avant les marchés développés. Évidemment, nous suivons avec beaucoup d'attention aussi le déconfinement et l'évolution de la correction immobilière en Chine, un facteur très critique dans la région. En ce qui concerne le marché des taux, nous pensons que les taux d'inflation élevés continueront à maintenir la pression sur la Fed et la Banque centrale européenne pour qu'elles poursuivent une politique de banque centrale très restrictive. Et la hausse des taux d'intérêt qui va en résulter fera baisser le prix des obligations. Nous continuons en particulier à être prudents à l'égard des obligations d'État de la zone Europe dite périphérique. L'Italie en particulier nous inquiète. Outre le risque d'un gouvernement de droite, potentiellement eurosceptique, l'Italie souffre beaucoup des prix du gaz élevés. Merci, c'est très clair. Alors, étant donné ces développements, pourriez-vous nous donner un aperçu de votre positionnement actuel? Mais très volontiers. Et comme nous l'avons déjà mentionné, les risques de récession sont, à notre avis, élevés et nous restons plutôt défensifs en ce qui concerne les investissements en actions, surtout à court terme, en attendant des meilleurs points d'entrée en cours d'année. Cependant, même dans des situations de marché difficiles, il y a toujours des segments de marché qui surperforment. Cette fois, cependant, la ligne de démarcation pourrait être moins entre les grandes et les petites entreprises et davantage entre les régions, les secteurs et les styles. Le secteur de l'énergie, par exemple, tant fossile que renouvelable, a bénéficié de la hausse rapide des prix de l'énergie. Et cela devrait rester le cas pendant un certain temps. De même, les valeurs défensives, tels que les secteurs de biens de consommation, de la santé, peuvent générer des flux de trésorerie relativement stables, et cela même en cas de récession.
D'un point de vue plus général, un thème important actuellement est la globalisation. En effet, les chaînes de production d'approvisionnement mondial qui ont permis d'importants gains de productivité sont en train de se raccourcir à nouveau et la production régionale prend de l'importance. Et cela conduit à son tour à une utilisation accrue des robots, en particulier là où la main-d'œuvre est simplement chère ou rare. Une autre composante thématique du portefeuille est constituée d'investissements dits alternatifs. Par exemple, des stratégies multi-actifs long-short ou celles qui collectent systématiquement des primes de volatilité. Merci Grégor pour ces éclaircissements dans un contexte incertain. Je vous remercie.